Alexandre Viros, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un souvenir d'entretien d'embauche que vous avez passé dans la peau du recruté qui vous a surpris ou bien qui s'est pas passé comme prévu, quoi? Oui, moi j'ai un de mes premiers entretiens d'embauche en fait, c'est quand je cherchais à passer dans le consulting. Moi j'avais fait de la philo, donc rien ne m'y prédisposait. Et puis c'était vraiment difficile puisque c'était à l'époque, les gens étaient pas trouvaient mon parcours complètement inadapté. Puis un jour il y en a un c'était un ingénieur, mais il avait fait une licence de philo et en fait tout l'entretien s'est passé autour de Platon, Descartes, Nietzsche et il m'a pris. Et donc et c'était super comme expérience parce qu'il s'est intéressé un peu plus à qui j'étais qu'à savoir si j'avais tout de suite les compétences scolaires. Donc ça m'a inspiré et d'ailleurs pour l'avenir aussi. Donc embauché comme consultant grâce à Platon et Nietzsche, c'est quand même inédit. Ouais, en tout cas en France c'est inédit et c'est dommage que ce soit si rare. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui Alexandre Viros, philosophe, mais surtout un nouveau président en France de The Adecco Group, après la FNAC, puis oui SNCF, avec à chaque fois des mentors assez connus, hein, Alexandre Bompard, Guillaume Pépi. Comment est-ce que ça s'est passé, Alexandre Viros, ce dernier mouvement du monde des trains à celui du recrutement, et surtout pourquoi avoir changé là, de wagon, si je puis dire? Bah, en fait, au-delà du changement de wagon, moi, une partie de mon parcours, c'est un parcours dans des entreprises qui sont en forte mutation, premièrement, et deuxièmement, qui ont un sens qui va, pour moi, bien au-delà de leur simple équation économique. Donc, quand j'étais à la Fnac, il y avait un modèle culturel de distribution qu'on défendait. Avec Darty, c'était une façon d'aider les gens dans leur quotidien. La SNCF, on sert son pays et on sert la mobilité. Et là, le sujet du travail, des trajectoires professionnelles, il est tellement central dans la vie des gens, dans l'économie française, dans la société, que je trouvais que c'était une aventure passionnante à accompagner et dans un moment de fort changement. Mmh. Et ça met bien en lumière votre première anecdote sur l'entretien d'embauche avec de la philo. C'est vrai que c'est assez inédit. Le monde du recrutement, vous le connaissiez bien avant d'avoir ce job, ou alors c'est quelque chose que vous découvrez, que vous êtes toujours là en train de découvrir, de perfectionner. C'est un monde dans lequel vous ouvrez des portes et vous êtes surpris peut-être. Il y a toujours des surprises. Je n'étais pas évidemment spécialiste du recrutement en arrivant, mais peut-être pour trouver de la cohérence enfin, dans ces moments un peu d'introspection, là, euh, toute une partie de ce que j'ai vécu des 15 ou 20 dernières années, c'est des entreprises où le changement numérique apportait beaucoup de choses. Et c'est comme si depuis les 20 dernières années, c'est un changement technologique qui avait poussé les transformations. Et puis à l'époque de l'électricité ou de la sidérurgie, on aurait sans doute eu le même type d'approche. Et ce qui m'a frappé au travers de ces différentes expériences, c'est que la question du capital humain, des ressources humaines, de nos processus, de nos organisations, arrivait toujours avec un peu de retard, était pas suffisamment abordée avec sérieux. Et vraiment, la conviction que j'ai, c'est que les 20 prochaines années, les sujets centraux de la transformation des entreprises, c'est les sujets RH, emploi, travail, recruter les bonnes personnes, les former, les aider à monter en compétences, les aider à changer de compétences parce que ça bouge très vite. Ça va être au cœur. La technologie, aujourd'hui, en fait, on l'a. Il y a beaucoup de financement des technologies. Donc, en fait, les actifs existent. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire et à réussir, c'est la transformation presque culturelle des entreprises. Donc, je venais pas de ça, mais j'ai toujours eu cette sensibilité à ce que c'est qu'une culture d'entreprise et les ressources humaines. C'est ce que j'allais dire, Alexandre Viros. Votre fil rouge, si je puis dire, entre tous ces jobs, c'est la transformation digitale. Certes, on l'a dit à la FNAC, à la SNCF, mais la transfo digitale chez The Adecco Group, adaptée, entre guillemets, à l'être humain. Donc toutes ces thématiques que vous venez de décrire, les soft skills, les émotions, monter en compétences, tout ce que vous venez de me dire. Et donc c'est l'association à la fois de la transformation digitale du logiciel et de l'être humain et de ses compétences et des métiers qu'il peut entrevoir, des carrières.
Oui, mais je me permettrais même peut-être de compléter ou de nuancer. C'est-à-dire que le mot de transformation digitale, bon, je viens de l'employer et je pense qu'il faut aussi qu'on s'en méfie parce qu'il y a quelque chose de brutal, il y a quelque chose de systématique, d'abord tout le monde l'emploie, C'est il y a galvaudé, quelque chose c'est un de... tic. Ouais. Oui, c'est un tic. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du digital partout, donc ça nous oblige Ouais. à nous transformer. Et, encore une fois, pour reprendre la métaphore, je suis certain qu'à l'époque de l'électricité, tous nos processus devaient changer, enfin, comme quand il y a des révolutions industrielles de tel impact. Ça, c'est vrai. Ce qui est très important à réussir aujourd'hui, c'est d'arriver à digitaliser des processus sans se déshumaniser. Et ça, c'est important. Et je pense que les entreprises sont un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui et il faut arriver à réussir ce tournant-là. Puis le deuxième point, ça c'est presque, je dirais, industriel et macroéconomique, c'est que les évolutions, les transformations technologiques vont très très vite. Ouais. Donc les façons de faire changent énormément. Et donc, il faut arriver, je dirais, dans la trajectoire d'un employé, de quelqu'un qui travaille, à trouver des manières de monter en compétences en permanence, de créer de la flexibilité responsable pour arriver à s'adapter à des grands mouvements. Et ça fait partie des enjeux cruciaux des prochaines années. Si on réussit, ce sera bien parce qu'on pourra recréer de la croissance, recréer du progrès mieux partagé. Si ça réussit moins bien, malheureusement, on va avoir des entreprises et surtout des personnes qui sont sur le carreau. Est-ce qu'il n'y a pas un grand chantier à faire, Alexandre Viro? Je vous écoute sur le terrain des compétences. Vous le disiez aujourd'hui, tout va très vite. La tech, l'intelligence artificielle, la formation. Quand on regarde bien les offres de formation sur Internet, il y a encore beaucoup d'offres de formation qui sont quasiment déjà caduques. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un tri à faire sur ce qu'on propose comme formation aux professionnels, ce qu'on garde, ce qu'on apporte pour être certain de les former sur des compétences pérennes, qu'elles soient techniques ou davantage sur le plan des émotions. Alors, je pense que d'abord, quand on recrute, premièrement, c'est pour ça que chez ADECO, on a un CFA, donc un centre de formation des apprentis, qui s'appelle Recruter autrement. Je me permets d'en dire deux mots parce que tout le monde s'accorde à dire que recruter, c'est la chose la plus importante. Très peu de gens ont été effectivement formés à recruter, donc il y a quand même un paradoxe, c'est la chose la plus importante, on n'est pas formé à le faire. Et souvent, quand on recrute, surtout dans un pays comme la France, ou en tout cas dans certaines catégories plus conservatrices, on regarde beaucoup le CV et puis on veut recruter des gens en fait pour faire ce qu'ils ont déjà fait avant. Sauf que ça marche pas. Nous, on a des analyses qui démontrent que 40% de nos compétences pour un poste donné sont obsolètes au bout de 3 ans. Donc ça veut dire que vous faites un métier, le métier peut demeurer. C'est pas tellement les métiers qui vont disparaître, mais c'est ce qu'il faut faire dans ce métier qui va changer. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais même le métier de journaliste, il a certainement considérablement changé dans ce qu'il est aujourd'hui, dans ce qu'il était il y a 20 ans et dans ce qu'il sera dans 20. On vous demande, C'est un vous métier verrez en transformation. donc, tout ça se transforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà quand on recrute, il faut qu'on soit beaucoup plus attentif et beaucoup plus synchronisé avec les savoir-être des personnes, leurs compétences, leurs valeurs, pour voir comment... Parce que ça, c'est un socle fort pour quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer pour ensuite évoluer. Alors, les Américains, les Anglais disent les soft skills, mais comme je dis souvent, c'est quand on a le mot en français, utilisons-le. Donc je pense qu'on peut, quand on a certains mots, donc je pense que les savoir-être ou comportements, il faudrait qu'on arrive à statuer, mais ça existe et ça c'est presque plus important que d'apprendre à faire des choses très concrètes parce que ça on peut le faire après. Ensuite, il faut que les entreprises intègrent comme une espèce de seconde nature, comme une espèce de travail au quotidien, la formation, la montée en compétences, mais je dirais tout le temps et pas juste par des grands, pas juste par à coup. Et ça doit devenir une sorte de seconde nature. C'est un peu comme en sport. On dit, je suis pas très sportif, mais on dit qu'il vaut mieux faire peut-être 20 minutes ou une demi-heure d'exercice tous les jours plutôt que de rien faire et puis tout de suite courir un marathon où généralement c'est catastrophique si on n'a pas fait d'exercice avant. La compétence, la formation, ça doit être ça. Il faut monter en compétence en permanence, être accompagné. Les managers ont un rôle clé là-dedans, mais il faut effectivement repenser notre logiciel de formation, si j'ose dire, pour soi-même évoluer en permanence. Ouais. Alexandre Viros, vous, est-ce que cette prise de fonction chez Adecco, donc c'est The Adecco Group maintenant, c'est plus Les deux juste Adecco Group, Adecco, oui. The Adecco Group. Est-ce que c'est la prise de fonction la plus rococo de votre carrière, puisque vous avez été nommé pendant la crise, à une période totalement inédite, j'imagine?
Alors, c'est ni rococo, ni rocambolesque, ni rock'n'roll, en fait. C'est une prise de fonction Inhabituel. en période de crise. C'est assez inédit. C'est via Adecco Group, vous savez, on a le vaisseau amiral Adecco, mais on a un certain nombre de filiales, de recrutement, d'ingénierie sociale, donc on a beaucoup. C'est important parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment l'intérim est au cœur, mais en réalité, c'est vraiment des solutions emploi, RH. On développe beaucoup de choses autour du CDI, donc c'est juste pour préciser un peu notre cadre d'exercice. Euh, oui, cette crise, cette pandémie, c'est inédit. Et je pense que tout dirigeant qui prend ses fonctions en ce moment-là est un petit peu, évidemment, interdit par moment ou inquiet ou simplement, bon, on se dit que c'est extraordinaire. Ça l'est en particulier quand vous êtes sur les sujets de l'emploi parce que on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt, il y a des secteurs qui explosent, donc il faut arriver à suivre les demandes de recrutement dans ces secteurs qui explosent, il faut être agile sur les autres, il faut accompagner les personnes, il faut être inventif. Vous savez, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai pris ces fonctions-là et une des premières décisions que j'ai prises, c'est ce fameux CDI apprenant, recruter 15 000 personnes en CDI A dans cette période en se disant, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui vont être sur le marché du travail sans emploi. À côté, il y a encore beaucoup d'offres non pourvues. Comment est-ce qu'on fait la passerelle entre les deux? On fait la passerelle avec la formation, c'est pour ça que c'est apprenant et pour sécuriser les gens, on les prend en CDI. Donc vous voyez, je pense que c'est aussi une époque qui appelle à l'action et à l'action rapide et décisive. Mais vous savez, quand j'étais directeur du disque à la Fnac, bon, c'est beaucoup plus petit, mais j'avais commencé en crise, vous voyez, mes premières, parce que c'était l'effondrement du disque, donc il fallait tout de suite, pareil, je dirais, s'adapter. Mais là, l'ampleur, elle est évidemment incommensurable aujourd'hui, et puis elle touche toute la planète. Alexandre Viros, on a parlé de formation, on va parler de transmission aussi. J'évoquais deux de vos mentors, vous en avez probablement eu d'autres tout à l'heure. C'est quelque chose qui vous intéresse, la transmission, parce que je crois que chez The Adecco Group, il y a ce programme très intéressant, dont la presse parle beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle CEO for One Month. Donc vous allez avoir bientôt un jeune padawan, ou une jeune padawan d'ailleurs, à vos côtés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce programme? Est-ce que vous avez eu évidemment des tas de collaborateurs, des tas d'équipes, mais ce programme, ce cursus, est-ce que c'est quelque chose de particulier pour vous? Oui, c'est particulier, c'est important. Vous parliez de transmission. Je ne sais plus qui disait on est ce que l'on transmet, mais je trouve que ça résonne de manière assez puissante parce que c'est finalement, à un moment donné, on ne sera plus là. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on aura laissé à qui et dans quel état. Donc ça, on peut le généraliser à d'autres problématiques, évidemment, que celles qu'on évoque aujourd'hui. Cette histoire de CEO for One Month, moi je trouve qu'elle elle est importante, elle est belle, elle est symbolique, mais pas que symbolique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes comme ça puissent s'intéresser à ce que c'est que ce métier de CEO, le voir en vrai au-delà des fantasmes. Je dis au-delà des fantasmes parce que parfois il y a une starification des CEO et je trouve que c'est bien un petit peu de redescendre sur terre et de voir ce que c'est que le quotidien heureux et moins heureux du CEO. C'est important parce que ça peut créer des perspectives pour des gens qui sont très jeunes, en plus à une époque où les perspectives semblent bouchées. Pour nous, c'est évidemment important parce que évidemment, il y a un gagnant à la fin, donc c'est lui qui est mis en lumière, mais c'est surtout tous les participants qui sont extrêmement intéressants et valeureux. Et quand on les côtoie, quand on les rencontre, quand on discute avec eux, ça nous permet aussi d'avoir en écho ce qui se passe dans l'époque. Moi, j'ai une obsession, c'est de ne pas passer à côté de mon époque ou de mon présent. Donc, je ne veux pas être l'expert d'un monde qui n'existe plus. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est extrêmement important et c'est la force du groupe Adecco, à la fois d'avoir son héritage, évidemment, mais d'être pleinement conscient qu'il y a un avenir qui se dessine et que le groupe ne peut pas le dessiner tout seul sans écouter ce qui est en train de se passer. Donc, c'est très, très important pour nous. Alexandre Viros, nouveau président de The Adecco Group en France. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait, peut-être à bientôt en vrai, dans la vraie vie. Je l'espère. Je vous manque cruellement, à tous. À bientôt.